Avez-vous déjà l'impression d'avoir épuisé jusqu'à la dernière goutte des années 60 en ébullition? Réfléchissez-y à nouveau, rêveurs du grand écran. Aujourd'hui, nous déclenchons la machine à remonter le temps Technicolor pour revisiter 20 chefs-d'œuvre phares, Equercer, Tars, chacun couronné par le regretté et grand Roger Ebert comme des visionnages essentiels des années 60. Des slashers subversifs aux opéras cosmiques, ces films n'ont pas seulement reflété la décennie, ils l'ont dynamité. Psychose, 1960. Alfred Hitchcock commence par un acte de larcin si compréhensible qu'il en devient presque banal. Marion Crane vole 40 000 $ pour s'acheter la liberté, puis file dans un cauchemar en noir et blanc sur une autoroute détrempée par la pluie. Cette touche d'étape au Bates Motel, c'est désormais une ligne de démarcation culturelle, preuve que l'on peut briser les attentes narratives avec un simple cri. Derrière le rideau, Hitch a financé le film lui-même, juste 806 000 $ en utilisant son équipe de télévision d'Alfred Hitchcock présente et en tournant de manière clandestine pour contourner les censeurs. Anthony Perkins a façonné Norman Bates comme un garçon anxieux de la porte d'à côté, rendant le monstre douloureusement empathique. Les violons de Bernard Herrmann, enregistrés en double corde stridente que le studio a supplié Hitch d'abandonner, sont devenus le son universel de la terreur. À la sortie, les critiques ont fait scandale face à la violence brute, mais les files d'attente des spectateurs ont fait le tour des pâtés de maison, propulsant les recettes mondiales à plus de 50 millions de $. Ebert a noté plus tard comment la structure du film a reconfiguré les thrillers. Tuer la star à mi-chemin, augmenter la tension, ne jamais laisser la morale rassurer les spectateurs. Chaque revisionnage révèle de nouvelles perversités. Le Judas, les oiseaux empaillés, la décoration étouffante du salon qui reflète l'esprit momifié de Norman. Même sa promotion était innovante. Les bandes annonces exigeaient que les spectateurs arrivent à l'heure. Gamer abri Corey ou sinon. Le cinéma d'horreur ne suivrait plus jamais les règles de politesse. Vous aimez ce plongeon dans la psychose cinématographique? Essuyez-vous, car le titre suivant mélange des cocktails de chagrin et de politique de bureau, le tout sous la lueur fluorescente de Madison Avenue. The Apartment, 1960. Imaginez des étages d'une compagnie d'assurance vastes comme des corridors de prison. Le réalisateur Billy Wilder les a filmés avec des décors en perspective forcée et des enfants habillés en adultes pour accentuer l'étendue déshumanisante. Dans cet océan de bureaux, un employé subalterne, CC. Bud, Baxter prête son appartement confortable de la rue Ouest 67 à des patrons volages, misant sur la mobilité sociale avec une clé de rechange. Entre Shirley MacLaine dans le rôle de Frein, que Bellac, une opératrice d'ascenseur dont les demi-sourires hésitants masquent un désespoir suicidaire. Wilder, co-écrivant avec IAL Diamond, entrelace des sujets tabous, l'adultère, la santé mentale, la santé, l'exploitation par les entreprises, en dialogues incisifs et burlesques. Le directeur de la photographie Joseph Lachelle a baigné les scènes de fluorescent froid en haute clé, puis est passé à des ampoules de fête chaleureuses pour humaniser le salon exigu de Bud. Budgété à 3 millions de $, le film a rapporté 8 fois ce montant, a remporté 5 Oscars et a offert au cinéma AMC des reprises annuelles de Noël pendant des décennies. Pourtant, les éloges d'Ebert allaient au-delà du box-office. Il l'a qualifié de comédie qui saigne, louant son refus de punir les personnages imparfaits avec une mentalité conservatrice. Remboursement. Wilder s'est même battu avec les censeurs pour une réplique sur les clubs de sport. Le compromis qui en a résulté a permis à l'insinuation de fleurir. Des décennies plus tard, la série télévisée Mad Men a emprunté son romantisme cynique, et les hôtes d'Airbnb surnomment encore Chambre, la suite Baxter. Prêt à échanger des martinis contre des Gauloises, la nouvelle vague française est sur le point de vous couper le souffle. À bout de souffle, 1960. Le premier film de Jean-Luc Godard frappe comme un coup de poing cinématographique. Nous rencontrons Michel Poicare, Jean-Paul, Belmondo, fumant cigarette sur cigarette et volant des voitures, transforme la caméra en complice en faisant glisser son pouce sur ses lèvres, imitant Humphrey Bogart. Le meurtrier d'un motard se cache ensuite parmi les kiosques à journaux parisiens et les cafés du quartier latin, séduisant la jeune journaliste Patricia Jean Seberg dans une danse d'exploitation mutuelle. Godard avait rédigé seulement un canevas. Les dialogues étaient souvent chuchotés sur des cartons juste hors cadre, forçant les acteurs à improviser en temps réel. Les caméras portatives Camaflex de Raoul Coutard évitèrent les permis de tournage, donnant à Paris une crudité documentaire électrique. Le plus radical fut le montage. Godard supprima le lien ennuyeux, inventant le jump cut qui influencerait tout, de MTV à TikTok. Produit avec un budget dérisoire de 90 000 $, le film a rapporté 2 millions de dollars et a propulsé la bande des cahiers du cinéma sur la scène mondiale. Projecteur. Les critiques traditionnelles l'ont rejeté comme amateur, mais Ebert a défendu son audace. Godard a brisé les règles et écrit de nouvelles, même sa fameuse réplique finale, « C'est vraiment dégoûtant », a été improvisée sur le moment. Vous reprenez votre souffle? Restez assis. Notre prochaine étape vous invite à goûter l'air nocturne sucré et décadent de Rome.
La Dolce Vita. 1960, Federico Fellini a transformé la chasse aux célébrités en une opéra existentielle, suivant le reporter de Potin, Marcello Rubini, Marcello Mastroianni, à travers 7 nuits et 7 aubes d'excès romain. De la baignade nocturne d'Anita Ekberg dans la fontaine de Trévi, filmée dans les eaux glaciales de Mars, avec des combinaisons chauffées par le studio, au squelette d'un monstre marin échoué à l'aube, chaque vignette brouille le sacré et le profane. Les studios de Cinecittà ont reproduit le tourbillon de néon de la Via Veneto sur un plateau intérieur colossal, permettant à Fellini de chorégraphier les foules comme un maître de peste. Le budget de 3 millions d'euros, astronomique en Italie, en 1960, a payé hors sujet. La Dolce Vita a remporté la Palme d'Or, provoqué la condamnation du Vatican et rapporté 19 millions de dollars dans le monde entier. Le mariage par Fellini de la vulgarité des tabloïds et du désir spirituel a déconcerté le grand public. Ebert a plus tard salué sa portée morale, un film sur tout et rien, sur la vie vécue en surface mais aspirant à profondeur. La culture des paparazzi a gagné un nouveau nom italien, paparazzo, du personnage photographe, paparazzo. Envie de plus d'introspection? Préparez-vous à plonger dans l'imagination bloquée d'un réalisateur et dans un cirque sans fin. 8,5, 1963. Que fait un génie quand la muse disparaît? Fellini transforme la crise elle-même en un spectacle kaléidoscopique. Marcello Mastroianni enfile les lunettes du réalisateur en tant que Guido Anselmi, hanté par la culpabilité catholique, les souvenirs maternels et les anciennes amantes traversant les bains de vapeur et le bord de mer, station thermale. Les notes de production révèlent que Fellini improvisait des scènes au jour le jour, demandant au directeur artistique Piero Gherardi de construire des décors comme des fragments de souvenirs à moitié remémorés. Rêve. La musique de cirque enjouée de Nino Rota entre en collision avec la cinématographie lumineuse et à fort contraste de Gianni Di Venanzo, fusionnant les flashbacks et les fantasmes en un défilé métatextuel. Ayant coûté 3 millions de dollars, 8,5 a doublé les gains. Partout dans le monde, puis a remporté l'Oscar du meilleur film étranger et le cœur de chaque auteur postmoderne, de Scorsese à Gilliam. Ebert l'a décrit comme un film sur lui-même, sur chaque film, sur l'acte de création. Les chercheurs débattent encore de la séquence du harem flottant et de la plateforme de lancement de fusées au bord de la mer comme substitut de l'ego artistique. Regardez attentivement Claudia Cardinal en tant qu'idéal inatteignable de Guido. Fellini lui a demandé d'apparaître éclairé comme la lumière du soleil à travers du verre fumé. Sentant envie de tourner en rond, ancrez-vous dans les salles de bal siciliennes où les marées politiques dansent sous des lustres de cristal. Le Guépard, 1963. Luchino Visconti adapte le roman de Giuseppe Tomasi, di Lampedusa, en une grande fresque de l'aristocratie, mourant au ralenti. Burt Lancaster, choisi pour son attrait au box-office transatlantique, arbore des moustaches et une synchronisation labiale italienne parfaite dans certaines versions, tandis qu'Alain Delon, opportuniste audacieux, Tancredi, courtise Angelica, de Claudia Cardinal. Photographié en somptueux 70 mm Technirama par Giuseppe. Rotundo, chaque cadre brille avec des brocarts dorés et la lumière poussiéreuse du soleil sicilien. La séquence climatique du bal, 12 décors, 300 figurants, 45 minutes à l'écran, a duré 8 semaines de tournage nocturne, consommant des milliers de bougies en cire d'abeille qui ont fait monter les températures sur le plateau à 40 degrés Celsius. À 6 millions de dollars, c'était le film le plus cher d'Europe. En Amérique, une version tronquée de 161 minutes a échoué, pour être restaurée des décennies plus tard par des cinéphiles à sa durée complète de 187 minutes. Ebert a qualifié la restauration de « l'histoire peinte avec une élégance douloureuse », louant sa méditation sur le changement masqué par le faste. Décor. Les valses mélodieuses d'Ennio Morricone hantent les transitions politiques. Tout doit changer, pour que tout reste pareil. Prêt à échanger les robes contre des appareils de fin du monde? Lancez le chant russe et serrez votre harnais de cockpit. Docteur Folamour ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe, 1964. Et si l'annihilation nucléaire était la blague ultime? Stanley Kubrick est passé du thriller sérieux à la satire noire après avoir lu Red Alert de Peter George, engageant Terry Southern pour adoucir la terreur avec une absurdité délibérément impassible. Peter Sellers, initialement engagé pour 4 rôles, a improvisé des embellissements. Regardez son salut nazi improvisé et son gant rogue. Mais le décor de la salle de guerre de Ken Adams, avec ses triangles ombragés et sa lampe circulaire imposante, a coûté presque la moitié des 1 800 000 $, au budget. Columbia craignait une réaction négative du box-office américain, mais les premières projections tests ont provoqué des éclats de rire, rapportant 9 400 000 $ domestiquement et un durable 99% sur Rotten Tomatoes. Ebert l'a salué.
La comédie noire la plus parfaitement soutenue. La meilleure télévision jamais réalisée. Regardez pour le gag de la machine de Coca-Cola. Kubrick a payé des royalties pour chaque bouteille cassée. Même le final de la bataille de Tarthes a été tourné, puis coupé pour tonalité. Surcharge. Vous appréciez la satire? C'est le moment de brancher les amplis, car le prochain film joue à 140 battements par minute. A Hard Day's Night, 1964. Et si la Beatlemania pouvait être mise en bouteille, secouée et débouchée sur les écrans de cinéma? Richard Lester le pensait, profitant d'un petit créneau de 6 semaines dans l'emploi du temps de tourner des Fab Fours, pour tourner ce qui deviendrait la pierre de Rosette des films de concert modernes. Le scénario est très mince, un jour et demi dans la vie des Beatles, alors qu'ils se préparent pour une émission télévisée. Mais l'exécution est électrisante. Tourné principalement à la main, sur du film rapide d'Ilford de 16 mm, le directeur de la photographie, Gilbert Taylor, a cadré John, Paul, George et Ringo, comme des gamins espiègles, filant à travers le monochrome, Londres. Lester diffusait des morceaux de jazz sur le plateau pour rythmer le mouvement de la caméra, puis montait les images sur des chansons enregistrées après le tournage, une inversion de montage inédite en 1964. Le dialogue est un tiers écrit, 2 tiers de véritables échanges entre Beatles. Le dramaturge Alan Owen les accompagnait dans leur voiture en transcrivant des expressions comme « grotty » sur le vif. Pour un coût plancher de 189 000 livres, le film a rapporté plus de 12 millions de livres, partout dans le monde, a atteint le top 10 du box-office aux États-Unis et a engendré une bande sonore qui, elle-même, a dominé les classements sur 2 continents. Ebert, en le revisitant en 1996, a loué son timing comique léger et ses coupes sautées radicales qui annonçaient MTV. La reine Elisabeth II a demandé à Lester s'il avait utilisé des acteurs pour incarner les fans hurlants. Il ne l'avait pas fait. Les foules à Leicester Square étaient réellement hors d'elles. Les esprits. Regardez Ringo, le paria solitaire, errer le long de la Tamise. Lester lui a attribué sa propre équipe de tournage de 35 mm pour une journée, car le batteur se sentait négligé par les premiers rushs. L'ADN du film affecte tout, de aider au documentaire de la tournée de Beyoncé, aux extraits en coulisses sur TikTok. Toujours en mouvement, baissez ses amplis. La prochaine bobine échange les retours de guitare contre l'écho aigre d'un feu de mitrailleuse dans un labyrinthe nord-africain. La bataille d'Alger, 1966. Préparez-vous. La reconstitution par Gillo Pontecorvo de la guerre d'indépendance de l'Algérie commence avec un insurgé torturé qui trahit ses camarades et ne laisse jamais de certitude morale. Respire. Tourné sur place à l'intérieur de la Casbah d'Alger, le film a recruté des non-acteurs par centaines, d'anciens combattants du FLN et des enfants locaux qui ont rejoué des embuscades qu'ils avaient survécues moins d'une décennie plus tôt. Le directeur de la photographie Marcelo Gadi a utilisé des Arriflex portables, du Kodak Pla-X granuleux et des angles télescopiques de tireurs d'élite, produisant un réalisme de type actualité si convaincant que les festivaliers de Venise pensaient regarder des images de combats confisqués. Une interdiction française l'a tenu à l'écart des écrans parisiens jusqu'en 1971. Pourtant, le film a conquis les salles d'art et d'essai du monde entier, multipliant son budget de 800 000 $ par 4. Pontecorvo a refusé la grandeur orchestrale. La musique d'Ennio Morricone martèle les nerfs avec 2 caisses claires imitant les battements de cœur, le français à gauche, l'algérien à droite. Ebert l'a qualifié de « troublant précisément parce qu'il refuse de réconforter », notant que les responsables du Pentagone ont projeté le film en 2003 comme un tutoriel sur la contre-insurrection urbaine. La séquence finale de reddition sur le toit a été tournée de manière improvisée après que les autorisations ont été retirées en milieu de production. Les autorités algériennes craignaient que les habitants déclenchent des émeutes dans une reconstitution spontanée. Le carton de fin, dédié à tous ceux qui ont osé se battre et mourir pour la liberté, s'estompe sur des foules réelles, acclamant filmés lors des célébrations d'indépendance de 1962, fusionnant ainsi cinéma et histoire en une seule blessure à vif. Vous vous sentez assommé? Prenez une respiration, mais gardez votre garde psychologique. Bergman est sur le point de fracturer l'identité comme du verre sous un microscope. Persona, 1966. Un projecteur clignote, la gorge d'un mouton est tranchée et la celluloïde fond sous vos yeux. La salve d'ouverture d'Ingmar Bergman avertit les spectateurs qu'ils ont franchi une frontière où l'histoire et l'âme dissoudre. L'infirmière Alma accompagne l'actrice de théâtre muette Elisabeth Vogler dans un cottage en bord de mer, espérant que le repos guérira la paralysie de la parole de la star. Au lieu de cela, les personnalités traversent la ligne de séparation comme de l'encre dans l'eau. Le cadrage de Sven Nykvist est chirurgical, des murs blancs dénudés, des visages et des gros plans si serrés que les pores deviennent des cratères lunaires. À mi-film, la bobine semble se casser, affichant des trous de perforation et une araignée géante, Bergman matérialisant les intrusions les plus vicieuses de l'esprit.
Créé pendant que le réalisateur se remettait d'une pneumonie dans une chambre à Stockholm, Persona a coûté une modeste 450 000 $ et a récupéré le triple dans des cinémas d'art et d'essais européens. Son véritable bénéfice réside dans des étagères d'académie. Tom Ebert l'a qualifié de « cinéma comme rêve ou cauchemar », écrivant que chaque visionnage réarrange son puzzle de désir, de culpabilité et de voyeurisme. Anecdote, le célèbre plan des visages fusionnés a été réalisé en combinant 2 demi-négatifs dans un tireur optique. Pas de magie numérique, juste une minutieuse alchimie photochimique des années 1960. Le monologue d'Alma sur une orgie baignée de soleil était si controversé que des stations de radio suédoises ont diffusé des avertissements le matin après la première. Pourtant, étourdi, dépoussiérez votre poncho et lancez un sifflement de coyote. La triade de mercenaires de Léon se prépare. Le bon, la brute et le truand, 1966. De l'or enterré dans un cimetière, 3 pistoleros aux motivations plus obscures qu'une tranchée mexicaine couverte de boue. Bienvenue au crescendo opératique du cycle Western Spaghetti de Sergio Leone. Tourné dans le désert aride de Tabernas en Espagne, sous un soleil de plomb, la production a mobilisé 8000 figurants de l'armée espagnole qui ont joué les soldats nord-est dans la scène du pont sur la rivière Socorro. Ce pont en fer entier a été construit, puis détruit prématurément par un ingénieur militaire trop zélé, puis reconstruit à un coût exorbitant, tandis qu'Eastwood et Van Cleef se reposaient dans la nuit madrilène. Clubs. Eli Wallach a failli perdre la tête lorsqu'un dételage de train mal synchronisé est passé à quelques centimètres de lui. Léon a simplement répondu « Parfait, une seule prise ». Les compositions en écran large de Tonino Delicola passent des yeux perlés de sueur à des paysages de la taille de Monument Valley, tandis que le cri de coyote à 3 notes d'Ennio Morricone est devenu un succès de sonnerie, atteignant à nouveau les charts en 2003 lors d'un regain d'intérêt pour Kill Bill. United Artists a coupé 16 minutes, y compris la marche sadique de Tuco dans le désert, pour obtenir une classification R. Les restaurations de 2004 ont confirmé la position d'Ebert, selon laquelle ce n'était jamais trop long, seulement trop tronqué. Calcul de box-office, un budget de 1 200 000 $, recette mondiale de 25 millions de dollars, plus des millions incalculables en écho culturel. Écoutez le tour de Léon. Chaque coup de feu est joué comme une percussion, transformant le duel final au cimetière en un mouvement symphonique. Vous sifflez déjà le thème. Tenez votre embouchure parce que la caméra d'Antonioni est sur le point d'agrandir l'obsession jusqu'à ce qu'elle se désintègre. Blow Up, 1966. Londres effervescente, mini, mode et malaise existentiel habillé en Yves Saint-Laurent. Le photographe Thomas passe des séances de mode au hangar d'avions abandonnés, cherchant une authenticité qu'il ne peut capturer, jusqu'à ce qu'une rencontre furtive entre Vanessa Redgrave et un étranger en costume se révèle dans son objectif à Marion Park. La méthode d'Antonioni, peindre des rues entières avec du goudron frais, puis éparpiller du papier coloré pour obtenir des palettes pastel désaturées. Michelangelo a exigé que l'herbe de la cour soit peinte en vert vif pour que la jaguar rouge sang de Hemming ressorte. La véritable controverse du film, la première sortie de MGM avec une nudité féminine frontale complète. Nudité, incitant la création par la MPAA de classification par lettres. Budgété à 1 800 000 $, il a rapporté 20 millions de dollars, décroché la Palme d'Or et inspiré des carrières de De Palma à De Laurentiis. Ebert a célébré son invitation à nous regarder nous-mêmes regarder. Plus Thomas agrandit ses négatifs, moins les détails se résolvent, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un grain abstrait. Cette finale de mime tennis, 2 mimes professionnels ont répété pendant 5 semaines pour perfectionner l'invisible effet rétro. Antonioni a supprimé tous les sons ambiants, obligeant le public à imaginer le rebondissement. Pensez-vous avoir résolu le meurtre dans le parc? Continuez à deviner. Antonioni n'a jamais filmé d'insert de confirmation, laissant la vérité à jamais dissimulée. Prêt à abandonner le vernis de Carnaby pour l'ennui plastique des banlieues, Simon & Garfunkel accordent leur guitare. Le lauréat, 1967. L'écho d'un plongeoir et un hymne de Simon & Garfunkel. Benjamin Braddock flotte dans un entre-deux chloré, entre les trophées de l'enfance et l'âge adulte imminent. Mike Nichols, fraîchement auréolé d'un Tony, a extorqué 3 millions de dollars à Embassy Pictures, en choisissant l'inconnu de la scène Dustin Hoffman au lieu du jeune premier Robert Redford. Le directeur de la photographie Robert Surtees a conçu des boîtiers étanches pour que les objectifs puissent s'immerger avec les coups de pied désordonnés de Hoffman, évoquant son étouffement. Anecdote de costume. Les imprimés léopards de Madame Robinson reflètent la prédation des félins de jungle, tandis que les vestes sport mal ajustées de Ben rétrécissent à mesure que son anxiété augmente. La bande-son,
Paul Simon a livré 2 nouvelles pistes, mais Nichols a recyclé The Sound of Silence, donnant accidentellement naissance à l'ère des placements musicaux. Le succès au box-office a été fulgurant, 104 millions de dollars aux États-Unis. Le champion incontesté de l'année. Ebert, âgé de 25 ans à sa sortie, l'a considéré comme le rire impitoyable de l'Amérique de 1967 sur elle-même. Plus tard, il le classera parmi les comédies qui définissent la décennie. Fait amusant, Nichols a utilisé de longs zooms pour aplatir la distance, piégeant les personnages dans des cadres d'images comme des spécimens. Ce final en freeze-frame dans le bus, une équipe épuisée a littéralement manqué de pellicule. Les sourires gênés sont nés lorsque Nichols a crié « Continuez à regarder devant, on n'a pas dit, coupez ». In Natsuri, vous songez à votre propre angoisse post-diplôme, accrochez-vous, le prochain voyage s'étend sur 4 millénaires de l'espace-temps et vous n'avez pas besoin de plastique, juste d'une carte d'embarquement pour le cosmos. 2001, l'Odyssée de l'espace, 1968. Un os lancé vers le ciel se transforme en une plateforme d'armes en orbite. Stanley Kubrick condense des éons en une coupe franche encore étudiée dans chaque film. École. Adapté en parallèle avec le roman d'Arthur C. Clarke, la production s'est étalée sur 4 ans et a englouti 12 millions de dollars. Millions, éclipsant les coffres de MGM, mais donnant naissance à la grammaire moderne des effets visuels. Le dispositif de Stargate enfant de Douglas Trumbull déplaçait une carte artistique rétroéclairée devant la caméra à une vitesse d'1 pouce par minute. Un seul plan de 13 secondes nécessitait 12 heures d'exposition. Kubrick a rejeté les palettes monotones de la NASA, exigeant des meubles modernes des années 1960 à bord. Les résultats ont transformé le salon de la navette Pan Am en un bar à cocktails en apesanteur et branché. Hale, 9000 œils cyclopéens rouges, dérivé d'un objectif fisheye Nikon, monté avec un verre de feu arrière de voiture. Le doubleur Douglas Rain n'a jamais rencontré Keir Dullea sur le plateau. La première soirée au Criterion Theatre de New York a vu des départs et, oui, mais la curiosité cosmique et le bouche à oreille sur les voyages au LSD ont propulsé les recettes à 146 millions de dollars. Ebert, alors âgé de 26 ans, est revenu le week-end d'ouverture sous l'effet de médicaments contre le rhume et a déclaré que c'était l'ultime excursion, revisitée annuellement par la suite. Clin d'œil, le son de respiration à l'intérieur du casque de Dave Bowman est celui de Kubrick lui-même, enregistré dans un placard à balai. Toujours en train de traverser cette porte des étoiles, atterrissez dans Monument Valley. Le chant du cygne de Léon pour l'Ouest américain accorde son harmonica. Il était une fois dans l'Ouest, 1968. Un moulin grinçant, une mouche bourdonnante, 3 hommes armés attendent à une gare désolée. Sergio Leone étire la tension comme une note de Morricone, avec une séquence pré-générique de 14 minutes, presque sans un mot. Prononcé. Les dirigeants de Paramount ont pâli devant la version de 165 minutes en coupant 25 aux États-Unis. Les restaurations complètes ont finalement révélé son ampleur shakespearienne. Henry Fonda, éternellement le garçon du cinéma. Scoot s'avance avec un chapeau noir et tue un enfant. Léon se délecte du public. Allaitement. Jill McBain, de Claudia Cardinal, personnifie le destin manifeste. Son arrivée est mise en scène sur le même plateau utilisé par Joan Ford pour The Searchers, récupérant le mythe de l'Ouest pour Europe. La production a dévoré 5 millions de dollars, mobilisant 700 figurants plus une équipe de charpentiers italiens qui ont construit toute une façade de ville frontalière près de Madrid. Ebert admirait sa structure, le dialogue comme silence, les coups de feu comme symbole, les trains comme inévitabilité. Curiosité. Le thème de l'harmonica de Bronson a été enregistré avant le tournage. Léon l'a diffusé sur le plateau pour que les acteurs puissent synchroniser leurs mouvements comme une chorégraphie. Bien que les recettes initiales aux États-Unis aient déçu, les revenus européens ont couvert les coûts et les ventes de vidéos à domicile ultérieures en ont fait un film culte. Déshydraté par la poussière du désert, siroté de la racine de Tanneris, les gratte-ciels de Manhattan cachent plus sombre. Covens. Rosemary's Baby, Mal, 968. Les débuts américains de Roman Polanski introduisent la panique satanique dans les Dakotas de l'Upper West Side. La jeune Rosemary Woodhouse échange son innocence du Midwest contre un appartement gothique exigu où les voisins âgés offrent des desserts et des conseils intrusifs. Farrow, en plein divorce de Frank Sinatra, a filmé le cri de rue « Qu'avez-vous fait à ses yeux ?» L'après-midi, après les dépôts légaux, émotion brute exposée, new. Polanski, maîtrisant le micron, mesura chaque couloir du Dakota pour que le chef décorateur Richard Silbert puisse les reconstruire sur le plateau 15 de Paramount, permettant ainsi des plans travelling impossibles sans mur porteur. Budget 3,2 millions de dollars. Recette mondiale 33 millions de dollars.
plus un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour La menace joyeuse de Reed Gordon. Polanski cache l'horreur hors écran, une caméra placée derrière la porte de la cuisine de Rosemary pendant qu'elle téléphone à Dr. Hill, forçant le public à imaginer sa effondrement. Ebert a salué sa confiance, notant « Polanski nous attire avec une comédie domestique, puis tourne le couteau. » Mark Pride, trivialité. La coupe Pixie à 5 000 $ de Vidal Sassoon-Mar. Cascade de marketing a garanti les couvertures du magazine Faro. Le co-star John Cassavetes a détesté, alimentant une tension conjugale authentique. Prêt pour plus de balles que de couverture pour bébé, Peckinpah va peindre l'écran en rouge. Les hors-la-loi, 1969. Les hors-la-loi épuisés Pike Bishop et Dutch Engstrom chevauchent dans un West de 1913 où les automobiles surpassent les chevaux. La réponse de Sam Peckinpah? Des éruptions de violence au ralenti qui éclaboussent l'objectif. Le monteur Lou Lombardo a superposé 6 vitesses de caméra, 24, 30, 60, 90, 120, 150 fps à l'intérieur de tirs de fusil uniques, créant un balai de sang. La production a transporté 90 000 cartouches à blanc au Mexique. Les habitants ont couvert leurs fenêtres de placoplâtre pendant le massacre final à la Hacienda pour éviter les débris errants. La MPAA a menacé de donner une classification X, mais un Peckinpah faisant du lobbying a coupé quelques secondes, passant à une R. Avec un budget de 6 millions de dollars, les locations domestiques ont atteint 11 millions de dollars. Plus crucialement, les réalisateurs hongkongais John Woo et Tsui Hark le citent comme un évangile stylistique. Ebert a défendu sa violence, écrivant « La horde sauvage est le cri d'hommes poursuivis par leur propre obsolescence. » Œuvre de Pâques. Observez les scorpions dévorés par les fourmis de feu dans le prologue. La métaphore de Peckinpah pour les pistoleros vieillissants consommés par la modernité. En soif de route de contre-culture et d'un souffle de liberté cannabis, Fondo et Hopper font rugir leurs panheads. Easy Rider, 1969. 2 épis, un réservoir d'essence rempli d'argent de la cocaïne et un rêve d'atteindre le Mardi Gras. Le road movie contre-culture de Dennis Hopper fonctionne sur l'improvisation et les reflets de chaleur de l'asphalte. Hopper, réalisant et co-interprétant, a brûlé des ratios de tournage quotidiens de 40:1. Donnant à l'éditeur Duncan Byrne des kilomètres de séquences inutilisables. La caméra éclair de 16 mm de Laszlo Kovacs, branchée sur des sidecars de moto, a capturé des éclats de coucher de soleil impossibles à obtenir en studio. Budget, 400 000 $. Recette, 60 millions de dollars dans le monde. New Hollywood était inné. La licence de la bande sonore a consommé la moitié du budget, créant le modèle pour les futures superproductions basées sur des morceaux existants. Ebert, enchanté, a dit que cela a galvanisé une génération à croire que la route pourrait encore être ouverte. Pause trivia. Le discours de l'avocat ivre de Jack Nicholson a été filmé après 12 heures de tequila. Binge. Nicholson a insisté pour siroter de l'alcool réel afin de bafouiller authentiquement. Les crises de colère de Hopper hors écran ont poussé la production au bord du gouffre, culminant par une scène de cimetière au Nouveau-Mexique, éclairée par des fosses à feu à 360 degrés lorsque les générateurs ont cessé de fonctionner. Enfourché ce chopper, serré. L'éclat néon de Times Square et la tristesse des arnaqueurs se profilent. Macadam Cowboy, 1969. « Hé, je marche ici !» Une phrase née quand un chauffeur de taxi impatient a traversé un plateau sans trafic. Et Dustin Hoffman est resté dans son personnage, frappant le capot. L'Odyssée classée X de John Schlesinger suit le Texan naïf Joe Buck alors qu'il dérive vers une camaraderie d'escrocs avec le tuberculeux Ratso Rizzo Hoffman. Tourné en style guérilla en 16 mm et agrandi à 35, le directeur de la photographie Adam Hollander a capturé de vrais proxénètes, dealers et cinéma porno longeant la 42e rue. Budget, 3 200 000 $. Recette mondiale, 44 millions $. Oscar pour film, réalisateur et scénario adapté. Toujours le seul gagnant classé X, Everybody's Talking, de Harry Nilsson, est devenu un hymne mélancolique pour les rêveurs déracinés. Ebert a loué sa capacité à trouver de la tendresse cachée dans la misère. Production. Miette, Schlesinger a filmé des rêves éveillés de fantasmes agricoles de Joe en 8 mm, puis les a surexposés pour obtenir un effet de carte postale vaporeuse. Le montage stroboscopique récurrent à la Warhol de la vie nocturne new-yorkaise a été monté dans l'appartement de Schlesinger sur un Steinbeck loué parce que UA ne voulait pas financer des frivolités expérimentales. Prêt pour une bromance de hors-la-loi plus ludique? En selle avec 2 légendes qui n'ont jamais appris à rentrer leurs chevaux sous la pluie. Butch Cassidy et le Kid, 1969. « Qui sont ces types ?» demande Butch Cassidy, alors qu'une super bande impitoyable le traque à travers de hauts, plaines,
En 1969, le public se posait la même question à propos de ce western impertinent entre amis qui réécrivait le mythe de la frontière avec des éclats de rire. Le scénario de 450 000 $ de William Goldman, alors un record, ancre le maître farceur Paul Newman et le tireur taciturne Robert Redford dans une odyssée épisodique de braquage de trains, d'escapades boliviennes et de balades à vélo sur la musique pop de Burt Bacharach Raindrops Keep Falling on My Head. Le réalisateur George Roy Hill s'est battu contre les cadres du studio pour le choix de la chanson contemporaine, mettant en scène la séquence de vélo sous le soleil doré de l'Utah, avec des mouvements de grue de 25 pieds qui rappellent les comédies muettes. La cinématographie de Conrad Hall décolore presque entièrement la scène finale bolivienne, présageant la mort comme une affiche de recherche effacée. Avec un budget de 6 millions de dollars, le film a rapporté 102 millions de dollars au niveau national, en tête de l'année. Ebert a adoré son charme fanfaron et sa conscience que les mythes se terminent par des coups de feu, pas par la gloire. Anecdote. Redford, manquant d'habileté à cheval, s'est blessé aux côtes lors d'un galop précoce, mais a insisté pour que la chute reste dans le film. Elle est dans le montage final en tant que taquinerie de Butch. Je ne sais pas nager. La fin au ralenti avec le coup de feu figé, tourné avec des appareils photo prenant 540 images par seconde, immortalise la légende en plein mouvement, invitant le public à imaginer sans cesse si le duo est mort en héros ou à simplement continuer à vivre dans des histoires et des chansons. Essoufflé après ce rideau synchronisé sur la balle, activez votre outro, rassemblez le public une dernière fois et rappelez-leur que l'âge d'or est toujours à portée d'un bouton play. Et voilà, ciné-voyageurs, 20 détonations dynamites qui ont fait exploser les années 60, chacune choisie et marquée du cœur par le regretté Grand Roger. Ebert. Quel chef-d'œuvre a remodelé votre ADN cinématographique? Déposez votre choix et toute pépite négligée que vous avez hâte de défendre dans les commentaires. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu connais la suite. Écrase ce bouton d'abonnement, active la cloche pour ne jamais manquer notre prochaine plongée profonde et partage cette vidéo avec tous tes amis cinéphiles de ton entourage. Jusqu'à ce que nos bobines tournent à nouveau, continue de chercher ces images cachées et souviens-toi, l'âge d'or n'a jamais vraiment pris fin. Il attend juste que tu appuies sur play.